Un papier qui vient de sortir, qui est très important, par un spécialiste suédois des arbres, qui a repris la base des données des anneaux d'accroissement des arbres. Il a étudié 600 arbres, dans laquelle il a étudié non seulement l'épaisseur des anneaux, mais en faisant passer ces tranches de bois aux rayons X, comme quand vous passez aux rayons X chez le médecin, il a mesuré la densité. Et il a montré que la densité des arbres est un bien meilleur indicateur de la température que l'épaisseur des anneaux. Eh bien, c'est la courbe que vous voyez ici. La courbe noire qui est en dessous, qui court depuis l'an 500 jusqu'à l'an 2000. Donc vous avez 1500 ans d'histoire. La courbe en noir, c'était la courbe de M. Grud et de tout le monde, à peu près, avant de s'être aperçu de cette erreur fondamentale due aux arbres jeunes qui font des anneaux trop gros. Quand vous corrigez de cet effet et que vous travaillez avec la densité, qui est une bien meilleure observation, et très peu de laboratoires dans le monde l'ont fait, c'est une des rares études qui existent, la courbe noire devient la courbe bleue. Et la conclusion de M. Grud dans son article, c'est qu'on a déjà connu un certain nombre de périodes. Oui, nous sommes dans une période chaude, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Donc quand vous entendez dire « jamais le Groenland a été si petit », c'est tout simplement faux. Les glaces du Groenland étaient sensiblement plus rétrécies et la température plus chaude en l'an 1000. Time further still, before the medieval warm period, we find more warm spells, including a very prolonged period during the Bronze Age, known to geologists as the Holocene Maximum, when temperatures were significantly higher than they are now for more than 3 millennia. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now, the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. That even a mild increase in global temperature could lead to a catastrophic melting of the polar ice caps. But what does Earth's climate history tell us? We happen to have temperature records of Greenland that go back thousands of years. Greenland has been much warmer. Just 1,000 years ago, Greenland was warmer than it is today, yet it didn't have a dramatic melting event. Even if we talk about something like permafrost, a great deal of the permafrost, that icy layer under the forests of Russia, for example, 7,000 or 8,000 years ago melted far more than we're having any evidence about it melting now. So in other words, this is a historical pattern again, but the world didn't come to a crunching halt because of it. Une des conséquences dont vous avez tous entendu parler, c'est la hausse du niveau des mers avec les catastrophes que ça va engendrer. Je vous dis ici que la probabilité que ça engendre des catastrophes dans le siècle qui vient est extrêmement faible. Et je vous montre cette courbe qui crève les yeux, il n'y a pas besoin d'être mathématicien. Voilà l'élévation récente du niveau des mers, en haut à gauche, de 1880 à l'an 2000. Vous voyez, j'ai aidé votre regard en traçant une droite, que de 1900 à l'an 2000, y compris la petite courbe rouge que vous voyez en haut à droite, c'est les mesures depuis qu'on a des satellites qui sont hyper fines, encore meilleures qu'avant. Vous voyez que le niveau de la mer s'est mis à accélérer vers 1900, mais que depuis 1900, il suit une courbe rigoureusement plate. Il n'y a pas la moindre trace d'accélération. Or, dans la deuxième moitié du siècle, nous dégageons beaucoup plus de gaz carbonique que nous n'en dégagions à la fin du 19e siècle. Donc, il me paraît raisonnable de dire que dans le siècle qui vient, l'augmentation de niveau de la mer sera probablement du même ordre qu'elle a été dans le siècle dernier. Vous la lisez à droite, 20 cm, et que si ça accélère vraiment, ça fera peut-être 40. D'ailleurs, c'est dans les prédictions du GIEC, 40. Simplement penser que 40 cm d'élévation du niveau des mers, c'est un truc incroyable auquel l'homme ne saura pas s'adapter, alors qu'on vient de passer un siècle sans grand problème avec 20 cm, ne paraît pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller mettre des barrages ou faire attention. Simplement, je vous dis un exemple, dans le film célèbre d'Al Gore, vous voyez une figure qui frappe les gens, on y voit l'Amérique en vert foncé et en rouge toutes les zones qui seront envahies par la mer. Mais on ne vous dit pas, ou on vous dit très vite, que c'est dans le cas où toutes les glaces du Groenland fondraient, ce qui prendra probablement au moins 3000 ans. Et donc vous mélangez dans votre tête ce qu'on vous prédit pour dans 100 ans et une hypothèse pour dans 3000 ans, au cas où la banquise complète fondrait. Does the sea level to change, and how fast does it happen? Sea level changes over the world in general are governed fundamentally by two factors.
what we would call local factors, the relationship of the sea to the land, which often, by the way, is to do with the land rising or falling than anything to do with the sea. But if you're talking about what we call eustatic changes of sea, worldwide changes of sea, that's through the thermal expansion of oceans, nothing to do with melting ice. And that's an enormously slow and long process. Dioxide is responsible for our changing climate. CO2 forms only a very small part of the Earth's atmosphere. In fact, we measure changes in the level of atmospheric CO2 in tens of parts per million. If you take CO2 as a percentage of all the gases in the atmosphere, the oxygen, the nitrogen, and argon, and so on, it's 0.054%. It's an incredibly small portion. And then, of course, you've got to take that portion that supposedly humans are adding, which is the focus of all the concern, and it gets even smaller. Made up of a multitude of gases. A small percentage of them we call greenhouse gases, and of that very small percentage of greenhouse gases, 95% of it is water vapor. It's the most important greenhouse gas. Water vapor is a greenhouse gas, by far the most important greenhouse gas. If it's greenhouse warming, you get more warming in the middle of the troposphere, the first 10, 12 kilometers of the atmosphere, than you do at the surface. There are good theoretical reasons for that, having to do with how the greenhouse works. The greenhouse effect works like this. The sun sends its heat down to Earth. If it weren't for greenhouse gases, this solar radiation would bounce back into space, leaving the planet cold and uninhabitable. Greenhouse gas traps the escaping heat in the Earth's troposphere, a few miles above the surface. And it's here, according to the climate models, that the rate of warming should be highest, if it's greenhouse gas that's causing it. I used to be the next president of the United States of America. Former Vice President Al Gore's emotional film, An Inconvenient Truth, is regarded by many as the definitive popular presentation of the theory of man-made global warming. His argument rests on one all-important piece of evidence taken from ice core surveys in which scientists drilled deep into the ice to look back into Earth's climate history hundreds of thousands of years. The first ice core survey took place in Vostok in the Antarctic. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore